Bonjour à Monsieur Basile Katamba. Je suis très très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Avant qu'on ne commence même la discussion sur cette plateforme, j'aimerais bien, avant de vous souhaiter même joyeux anniversaire, j'aimerais souhaiter joyeux anniversaire au président Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui qui est permis à ce que nous deux, nous puissions nous rencontrer en 2022 lorsqu'il a organisé la journée mondiale des Afro-descendants qui est resté gravé sur ma mémoire. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour lui passer mon vœu de ses anniversaires. Je lui dis joyeux anniversaire. Et à vous, monsieur Basile Isanga Katamba, je vous dis aussi joyeux anniversaire. Parce que votre anniversaire coïncide de manière, je ne dirais pas étrange, parce que les grands hommes sont nés dans une semaine, certains jours. Votre anniversaire du 14 juin que nous célébrons aujourd'hui coïncide très bien avec l'anniversaire de président de mon pays d'accueil, les États-Unis. Et ce président, il va falloir rappeler qu'à la veille et quand il était encore candidat, il y a eu des... il a fait peur au monde. Mais cette peur, je vous invite à nous parler un petit peu de la vision que nous, Africains, nous, Congolais, nous pouvons en tirer comme profit. Parce qu'on dit, sur tous les nuages, il y a toujours quelque chose. Plutôt, j'emploierai l'adage français qui disent plutôt à quelque chose, malheur est bon. Et nous avons bel et bien intitulé notre sujet de conversation toute folie n'est pas meurtrière, pour étayer, pour élaborer ce qui se passe dans le monde actuel. Et je pense à vous déjà, en vous invitant, j'ai pensé au fait que vous êtes un fin stratège. Pas simplement stratège pour parler, stratège vu ta position, les études que vous avez amenées sur le développement rural, sur le développement durable et tout autre, et ta conviction et ta participation en politique. Je pense que vous avez beaucoup de choses à apprendre au monde, même si certains dans le monde entier ne vous connaissent pas, mais je pense que dans la scène politique congolaise, vous êtes quelqu'un de très, très repérable. Donc, je vais me permettre de vous céder la parole, de nous dire, OK, de nous éduquer de la stratégie que nous autres, Africaines, nous puissions développer. À vous la parole, Sieur Basile Isanga Katamba. Merci beaucoup. Je suis gêné par tout ce que vous avez vanté de moi. Je ne suis qu'un simple serviteur. Je ne suis qu'un minable mec, comme on peut dire en termes vulgaires, que c'est un minable mec. Mais toutefois, je pense que je vous ai rencontré et vous avez marqué mon esprit et ma personnalité parce que j'ai trouvé en vous une grande sagesse et une grande intelligence. Et vous savez que
j'ai observé le travail que vous avez abattu durant toutes ces années que vous êtes en Amérique et l'effort que vous êtes en train de faire pour que les Africains émergent. Je pense que je veux pas, je veux vous jeter quand même une fois de fleurs, même quand bien même la reconnaissance n'appartient pas à ce monde, mais acceptez quand même que je sois reconnaissant du travail que vous avez déjà fait, que vous continuez de faire et vous allez encore faire. Et je vais vous encourager pour ça. C'est vrai, par rapport à l'anniversaire du président Félix Tshisekedi Antoine, et par rapport à l'anniversaire euh, du président le tout-puissant, le plus grand, le puissant président du monde, Donald Trump, euh, il est républicain, moi je suis libéral, donc nous avons presque la même vision, bien que nos démarches sont différentes. Mais je pense que il faut faire un distinguo avec, comme vous l'avez intitulé, euh, toute folie n'est pas meurtrière. Parce que quand le fou, celui que vous pensez qu'il est fou, il vous dit qu'il y a des ennemis qui sont au début de donc à l'entrée du village, c'est parce qu'il était là, il les a vus et il vient vous alerter et vous dites que c'est un fou, alors que c'est la vérité. C'est vrai, le président Trump, en faisant la campagne électorale, il est sorti au vu et au su du monde entier comme un fou, comme quelqu'un euh, qui était dans les nuages. On l'a traité de tous les mots. Mais il faut maintenant reconnaître aujourd'hui que c'est plus de 50%, donc plus de la moitié de la population américaine qui lui a dévolu sa confiance. Alors, nous, en tant que Congolais, nous ne voulons pas que les personnes étrangères s'ingèrent dans notre pays, s'ingèrent dans la politique de notre pays. Et aujourd'hui, moi non plus, je ne veux pas m'ingérer dans la politique de votre pays, vous les Américains. Mais il y a de quoi interpréter, comprendre le mécanisme. Son discours, c'était America first, l'Amérique tout d'abord. L'Amérique appartient aux Américains. L'Afrique appartient aux Africains. Le Congo appartient aux Congolais. Et aujourd'hui, il prend des décisions, il prend des mesures où il ne veut pas financer les projets d'aide humanitaire, où il ne veut plus octroyer des bourses aux étrangers. Mais pourquoi nous ne pouvons pas réfléchir autrement, monsieur le professeur? Pourquoi l'Afrique ne peut pas avoir un autre slogan que l'Afrique veut avancer parce qu'elle est autonome, parce qu'elle est indépendante. Le Congo veut avancer parce qu'il est indépendant. Je vous donne un exemple, monsieur le professeur. Aujourd'hui, le Qatar, c'est parmi les grands partenaires des Américains. Est-ce qu'un Qatarien envie la vie d'un Américain? Non. Un Qatarien n'envie pas l'Américain. Mais il est dans son pays, il veut collaborer avec les Américains. Il veut apprendre la technologie, apprendre le savoir, apprendre les connaissances des Américains pour faire avancer son pays. Pourquoi vous, monsieur le professeur, vous ne pouvez pas nous aider, nous, Africains, nous, Congolais, pour que le savoir américain, le savoir scientifique, les universités américaines viennent vers nous pour que nous puissions créer un partenariat solide, pour que nous puissions créer une sous-traitance intellectuelle et faire en sorte que nous puissions émerger. Donc, ce n'est pas moi seulement qui veux vous parler, mais je vous remets aussi la balle. Vous êtes un grand professeur. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, il n'y a pas des Américains
des Africains qui sont américanisés, permettez-moi le terme, qui peuvent emporter ce savoir-là vers l'Afrique. Je vous remets aussi la balle. Comme ça, on avance. Je vous remercie pour cette belle réflexion et je tiens à dire ceci. Oui, Mon rêve oui, a toujours été de voir les Africaines et les Afro-descendants travailler comme une équipe. Et quand on travaille en équipe, on gagne toujours. C'est quand on n'arrive pas à travailler en équipe que nous risquons de tout perdre. Vous suggérez quelque chose de très bien. Et je peux vous dire que j'ai essayé en tant que personne de travailler avec le continent. Et j'essaye toujours de travailler avec le continent. J'essaye toujours de travailler avec le continent. Et ce que vous suggérez est une sorte de transfert de technologie. Nous l'avons bien acquis, la technologie. Nous avons fait ce qu'il faut, mais est-ce que nous avons la possibilité, parce qu'il ne suffit pas qu'on ait la volonté de retourner en Afrique pour transférer la technologie, il faut que ceux qui sont sur place soient prêts à nous accueillir, prêts à nous recevoir, prêts à faire de sorte que lorsque nous revenons pour transférer cette technologie, on ne nous perçoit pas comme des étrangers. Je me souviens, il y a de cela quelque temps, je suis originaire du Cameroun. On avait l'habitude d'appeler des diplômés des universités étrangères. On avait l'habitude d'appeler leurs diplômes des diplômes congelés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut simplement dire que on est en train de minimiser ce que les autres ont acquis à l'étranger. Pourtant, si on suit bien, si on a bien compris la philosophie voltairienne, Voltaire, je l'ai cité et je le récite et je le réciterai toujours parce que ça tient, ça fait du sens de sorte que il faut que tout le monde l'entende, l'apprenne. Voltaire avait pour l'habitude de dire, la sagesse est au-delà de la montagne. Pour en acquérir, il faut voyager. Et nous qui avons eu la chance, je ne dirais pas qu'on a voyagé parce qu'on avait des mérites, parce qu'on avait fait quelque chose, c'est des opportunités qui se sont présentées et nous avons saisir ces opportunités pour sortir du pays, pour apprendre. Nous avons appris et nous sommes prêts. Nous sommes prêts à retourner vers le continent pour faire avancer les idées. Et je tiens à vous dire que la libération de l'Afrique, je parle en tant que panafricaniste, que la libération de l'Africaine passerait par une révolution des idées et des mentalités. Et cette révolution des idées et des mentalités passe parce que vous suggérez, OK, que oui. nous puissions retourner et que ceux qui sont sur place puissent aussi nous accueillir à bras ouverts, sans méfiance, tout en sachant que nous venons comme les fils du pays, comme ceux qui reviennent. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, je vous l'ai dit, et je le répète, le Congo est le battement du cœur du monde.
mais laisser alors la possibilité à ceux qui sont à l'étranger, OK, de Oui. revenir poser les jalons Ah, de la oui, libération. Oui, excusez-moi, monsieur le professeur. Je sais que quand un professeur parle, il explique, il veut que la connaissance entre. Excusez-moi de vous interrompre, mais nous avons vécu, vous avez été ici à Kinshasa, le oui, président Félix Tshisekedi, Antoine, en revenant, il est venu avec quand même une panoplie de membres de la diaspora oui, qui étaient censés lui apporter un coup de main. Donc, moi aussi, je fais partie parce que c'est à cette occasion-là que nous sommes vus, parce que moi aussi, j'ai vécu pendant plus de 20 ans en Belgique et je suis rentré un peu au pays parce qu'il fallait un peu donner du souffle au pays. Mais nous avons constaté, fort malheureusement, que euh, au niveau, donc quand les Africains reviennent, ils deviennent parfois le goulot d'étranglement. Parce que j'aimerais quand même euh, parler avec le, la carotte et en même temps parler avec le bâton. L'expérience que nous avons vécue ici à Kinshasa, en revenant, le président Félix Antoine Tshisekedi, il a mis beaucoup d'espoir sur la diaspora, mais cette diaspora n'a pas répondu au, à ses attentes. Ça, c'est un. De deux, comme vous avez dit, en réfléchissant en termes de stratégie, c'est vrai aussi que euh, le président Tshisekedi, il faut faire une autocritique, il faut émettre une dialectique par rapport à ça. La plupart des gens qui l'ont accompagné, c'était des personnes qui ont vécu dans la diaspora, mais qui n'avaient pas une grande expérience et qui n'avaient jamais travaillé et qui sont arrivés aux affaires parce que le président lui a fait confiance, mais qui n'a pas tenu compte des subtilités de la situation au pays. Ça, c'est une deuxième chose, une deuxième dimension. La troisième dimension, je reviens encore à vous. Par rapport à cette expérience que nous avions vécue dans les années 70 avec le corps de la paix, parce que c'est, on a évoqué ça dans l'annonce, est-ce qu'il y a moyen, n'y a-t-il pas moyen de réfléchir en termes de cette coopération-là, où les Américains ou les États-Unis, ils ont signé avec les États africains, spécialement avec le Zaïre de Mobutu, les corps de la paix sont venus. Ils étaient des enseignants, ils étaient des moniteurs agricoles, ils étaient ils ont donné des cours, ils ont formé des gens, ils ont participé. Et je pense pour la RDC, si le président Félix Tshisekedi ne veut pas me contredire, c'est à partir de ces années-là que naît la démocratie avec les 13 parlementaires qui ont rédigé parce que quand les Américains sont venus, ils ont vu comment Mobutu était en train de travailler et ils ont même monté des personnes contre le gouvernement parce que eux, ils savaient ce qui s'est passé chez eux et quand ils sont venus trouver ce qu'il y avait chez nous, ils se sont révoltés. Et ils ont monté même des coups parce que je me souviens, j'étais encore jeune, j'étais encore à l'école primaire quand les corps de la paix étaient venus. Est-ce que par rapport à la vision du président Trump, vous êtes américain, il ne faut pas quand même s'en nier, il faut quand même le reconnaître que vous avez la peau africaine, vous avez l'origine africaine, mais vous réfléchissez comme un Américain. Permettez-moi de le dire parce que quand vous revenez au pays, on va vous dire que vous êtes Américain. Et quand vous êtes en Amérique, on vous dit que vous êtes Africain. Donc, c'est ce que tous nous avons vécu. Est-ce qu'il y a moyen que les volontaires, tous ces gens animés de bonne foi, tous vos amis professeurs américains d'origine, de souche, ne peuvent-ils pas vous accompagner pour qu'on organise des rencontres avec des universités ou des recteurs des universités pour dire, bon, voilà, le président Trump, lui, veut l'Amérique first. Mais si nous voulons coopérer avec l'Amérique, nous voulons aussi avoir les gens
qui réfléchissent et qui comprennent la vision des Américains. Alors, il y a moyen de sous-traiter l'enseignement. Comme ça, quand quelqu'un vient d'une université, d'une école qui est en partenariat avec les États-Unis, il a quand même une petite connaissance de l'appréhension, de la compréhension, de la vision, de la façon de vivre des Américains. Je ne dis pas seulement pour les Américains, ça serait aussi pour la même chose pour la Belgique où j'ai vécu, ça serait aussi pour la France où j'ai vécu. Pourquoi on ne peut pas travailler dans cette vision-là, monsieur le professeur? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut espérer? Est-ce que, en parlant à monsieur Trump, bon, mon collègue d'anniversaire aujourd'hui, parce que nous sommes tous nés le 14, est-ce que, est-ce que monsieur Trump, parce qu'il ne veut pas qu'on vienne aux États-Unis, est-ce qu'il accepte qu'il transfère le savoir américain vers l'Afrique pour qu'on soit des vrais partenaires? Je ne vais pas répondre pour M. Trump. Oui, Déjà, je tiens à informer oui, les téléspectateurs que je suis coordonnateur des écrivains d'origine africaine de la diaspora et par le biais de cette organisation qui s'appelle WAFOD, en anglais traduit Writers of African Origins in the Diaspora, nous pouvons réaliser des choses sans pour autant avoir recours au gouvernement américain. Nous pouvons travailler avec nos gouvernements sur place en Afrique. Le transfert du savoir n'appelle pas simplement une négociation entre gouvernements, mais ça peut être une négociation, un arrangement entre les gouvernements africains et les hommes de bonne volonté qui sont de la diaspora, qui sont prêts à livrer. Et je passerai par ce biais vous dire, je suis prêt à tout moment de revenir au Congo pour partager ce savoir, ces manières de réfléchir américaines aux Congolais, aux Africains, aux jeunes qui ont soif de ce savoir. Et je profiterai aussi pour dire quelque chose, parce que c'est que les jeunes cherchent, surtout ceux qui rêvent de quitter le continent. Je leur dis, vous n'avez pas à quitter le continent. Vous avez tout sur place. Vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin. Pourquoi abdiquer ou quitter les bénédictions, ce que Dieu vous aurait béni avec toutes ces ressources? Vous quittez. Pourquoi vous quittez? Et restez sur place, mais n'ignorez pas ce qui se passe dans le monde entier. Et ça me rappelle le fondateur de mon université, Tuskegee University. Son président fondateur s'appelait Booker T. Washington. Et il y a une anecdote que je vais raconter, c'est que Booker T. Washington, de son vivant, avait pour habitude de raconter que qu'il y avait un navire en détresse en haute mer qui, après 3 jours, avait localisé un autre navire et ils ont envoyé les signaux de détresse en disant nous avons soif, nous avons soif. Mais la réponse qui était revenue était jetez votre seau là où vous êtes.
Jetez votre seau là où vous êtes. L'appel est venu par 3 fois. La réponse était la même. La troisième fois, le capitaine du navire jette son seau et il tire, c'est de l'eau potable qui avait regardé tout son équipage. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu ne nous a pas créés africains en Afrique par erreur. Dieu n'a pas envoyé les enfants d'Afrique à l'étranger par erreur. Dieu a envoyé les enfants euh, d'Afrique à l'étranger pour servir. Si on veut prendre l'anecdote ou bien des contes bibliques, les Africains de la diaspora sont pour l'Afrique son espoir. Mais est-ce que l'Afrique reconnaît en cet espoir l'espoir de l'Afrique? Les Africains de la diaspora ne sont-ils pas les Joseph de l'Afrique? Ne sont-ils pas ceux qui vont aider à ce que l'Afrique ne soit pas affamée? Est-ce que ce n'est pas cela? Et si je vous retourne la balle, ce serait pour savoir les mesures que les gouvernements africains peuvent mettre en place pour que les gens comme nous, moi parfois je reste là, je me pose la question, est-ce que je suis à l'étranger parce que je le veux? La réponse est clairement non, mais est-ce que en retournant sur le continent mère, est-ce que je serai accepté des miens? La réponse n'est pas du tout claire. Et tant qu'on n'a pas la clarté sur la réponse, sur la réception qu'on peut avoir au retour au pays, au continent, ça défie l'entendement de toute personne. C'est pour ça, Effectivement. c'est pour ça que certaines personnes décident. Nous, on va juste carrément rester là. Et quand on voit que la situation a changé, c'est en ce moment qu'on va pouvoir retourner. Mais de plus en plus, on voit que les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ou encore, comme on a pour habitude de dire en français, plus la situation évolue, plus la situation reste la même. Je vous cède la Oui, parole. effectivement. Oui. Monsieur le professeur, je suis tout de même avis que vous. Mais il faut aussi dire, avec ce que nous avons vécu, vous et moi, à l'étranger ou à l'extérieur du pays, et qu'aujourd'hui, je suis présentement à Kinshasa, euh, il faut aussi dire que nous devons arriver à distinguer le vrai des livrés. Tout à fait, tout à fait. Euh, je me souviens quand je suis étudiant, un de mes professeurs me fait des remarques, il dit, attention, l'ère a changé, le temps a changé, la situation a changé. Auparavant, on cherchait le meilleur pour les placer quelque part. Et il travaillait, ça produisait de bons résultats. Mais aujourd'hui, on, ce sont les médiocres qui progressent parce qu'ils savent comment corrompre, ils savent comment offrir de bons services, ils savent comment obéir, ils, ils, ils s'abstiennent de ne pas contredire le chef. Et j'ai dit, alors, les étudiants ou les étudiants comme qui? Ils nous regardent, ils pointent, c'est entre autres vous. Il pointe ma tête, il me dit, mais entre autres vous, entre autres celui-là, vous ne pensez pas que demain, on va venir vous chercher par rapport
à vos compétences et vos mérites. Vous devez vous battre. Monsieur le professeur, c'est aussi parce que nous ne devons pas être là pour subir. Le leader ne subit pas. Le leader influe sur la situation. Tout à fait. C'est vrai que l'Afrique est aujourd'hui pleine de médiocres que de bons. Et ces médiocres-là, ils ont créé leur circuit. Et quand vous commencez à réfléchir comme vous et moi, ils se disent, mais celui-là, s'il est là, nous n'allons pas nous en sortir. Nous serons mis de côté. C'est pourquoi il nous faut créer pas l'équipe des élites. Les élites sont là en Afrique. Les élites existent comme vous, comme lui, comme l'autre. Et les ouvriers sont là comme nous. Mais il faut créer l'équipe des excellences. Pas les excellences comme dans mon pays, on appelle un ministre ou un conseiller du ministre ou qui que ce soit qui passe dans une belle carrosse, on lui dit que c'est un excellent ou c'est l'excellence. Non. L'excellence au terme du mot. Et c'est à ça que nous devons aller. Ça, c'est un. Et, Avant que vous ne continuiez, je voudrais juste intervenir et dire quelque chose. oui, Parce que j'ai déjà évoqué l'idée que oui, pour qu'on arrive à ce rêve que nous rêvons, vous et moi, c'est oui, qu'il nous faut une révolution des idées et des mentalités. Nous savons très bien que la médiocrité est célébrée au-delà de l'excellence et que les médiocres se pavanent les rues de nos capitales en disant ils sont des excellences. Mais pour être excellent ou une excellence, il va falloir qu'on puisse voir de ces œuvres ou de l'arbre qu'on est, qu'on produit des bons fruits. Et c'est pour ça que j'ai dit, nous parlons ici de leadership, de dirigeants, ceux qui sont à la tête, pour ne pas laisser ternir leurs œuvres de travail qu'ils font. Il faut qu'ils tirent avec des pincettes les qu'ils tirent avec les pincettes les cerveaux, ceux qui méritent leur place au sein du pays, au sein du gouvernement, pour commencer à changer la donne. Sinon, on va toujours tourner en rond et on resterait sur place et on ferait admirer aux jeunes l'idée que la seule façon de réussir, ce serait soit on fait la musique, soit on carotte les gens, on spolie les gens, ok? Et ou encore on arnaque. Ça, c'est le terme qu'on a pour qu'on arnaque les gens. Mais le vrai et la personne qui est méritoire n'a pas besoin d'arnaquer, n'a pas besoin de voler, n'a pas et on va au-delà. Et c'est pour ça que moi je peux venir au Congo si jamais l'occasion se présente, ce serait pour faire comprendre aux étudiants. Quand on est étudiant, on n'étudie pas pour aller chercher du travail. Et c'est ça le système américain. On étudie pour pouvoir créer du travail. Qu'est-ce que vous avez lorsque vous allez à l'école étudier le français, par exemple? Qu'est-ce que vous comptez créer comme travail avec une étude? OK? Française, études littéraires, études traductologiques, études X ou Y. là, Ça, vous êtes en train de m'attaquer. Moi, j'ai fait la section littéraire. non, non, je vous critique pas, je vous critique pas, je dis simplement, là, vous faites quelque chose, vous appliquez
ce que vous avez appris. Quand j'ai dit cela, c'est parce qu'il y a des milliers de jeunes, OK, Oui, qui vont oui. simplement étudier parce qu'ils veulent décrocher les diplômes. Un diplôme. Et Oui. voilà. Et dit, je suis au chômage, je suis à la recherche de l'emploi. Non. Une étude, c'est une étude qui est bien menée, vous permet de voir que si j'ai fini mes études avec tel diplôme, voilà autant de possibilités qui me sont ouvertes. Je peux faire X, je peux faire Y, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire Oui, ça. oui. Excusez, professeur. Maintenant, je vais encore, excusez-moi de vous interrompre. Revenons. Maintenant, par rapport à votre université, je vais vous poser deux questions. La première question, c'est tout simplement sur l'information sociale ou l'information qu'on a eue selon laquelle la compagnie Ethiopian Airlines, donc la grande compagnie qui vit en Éthiopie, Ouais. la compagnie par laquelle nous voyageons, tout ça, apparemment le fondateur ou le membre Ouais. serait venu de votre université. Je voulais que vous puissiez nous informer. Est-ce que c'est de la rumeur ou c'est la vérité? Ça, c'est Donc, un. De c'est, deux, je termine ma deuxième question. OK, Je allez-y, peux? allez-y. Oui. Ma deuxième question, c'était que votre université, aujourd'hui, parce que moi, je vais quand même faire votre disciple pour voir avec l'université de Kinshasa, l'université de Lubumbashi, l'université de Kisangani et l'ensemble des grandes universités au Congo, comment est-ce que ils peuvent euh, tourner vers vous pour un peu voir quelles sont les possibilités de partenariat. Mais votre université, elle fait quoi? Elle forme qui? Voilà, ce sont les deux questions. Si vous avez un peu de temps pour y Donc, répondre, on s'il a vous un peu plaît. de temps. Je vais élaborer. Oui. Je vais élaborer là-dessus. Parce que la première question, c'est en fonction du fondateur de l'Ethiopian Airlines. C'est vrai, ce n'est pas de la rumeur. Cette université, c'est une université qui forme et a formé, si on veut savoir, avant même de répondre à la formation sur place, je dois tout d'abord dire, c'est une université qui, ou encore à laquelle toute personne vivante doit reconnaître son lien avec l'université. C'est ici que nous avions découvert et partagé au monde entier le vaccin contre la poliomyélite. Waouh. Donc, toute personne vivante a eu le vaccin contre la poliomyélite et il faut que les gens tirent leur chapeau à Tuskegee University. Et de deux, en matière de formation, je voulais parler de célèbres Tuskegee Airmen. Les Tuskegee Airmen, c'était des aviateurs noirs. À l'époque, même de la Deuxième Guerre mondiale, les Noirs étaient interdits de forces aériennes américaines. Mais Tuskegee avait déjà de l'avance parce que l'université avait créé une école de formation pour les pilotes. Et comme ils n'avaient pas accès aux avions standards, ils ont créé leurs propres avions avec du bois et des bimoteurs et ils se sont bien formés. Et en 1945, on leur a donné la possibilité de former des militaires noirs et ils ont formé les aviateurs et c'est ces aviateurs qui avaient emporté la Deuxième Guerre mondiale. Que vous Waouh. l'acceptiez, oui ou pas, Oui. parce qu'il détient le record sur toutes les sorties qu'ils avaient faites.
Ils ont eu le moindre perte que possible. Ils ont sauvé les bataillons des Français, des Italiens. Ils ont sauvé pas mal des Alliés. Mais ils l'ont fait et au retour en Amérique, ils étaient toujours marginalisés. Ils étaient toujours marginalisés. Là, je voudrais dire, cette université, c'est une université qui avait été fondée avec l'idée de former les Noirs de partout dans le monde où ils se trouvaient. Et c'est Donc, une... excusez-moi. Donc, vous voulez dire que aujourd'hui, si l'université de Kinshasa, de Lubumbashi, ou de Kananga, ou de Mbujimaï, ou de Goma, euh, Oui, peut aussi avoir un partenariat pour avoir des cadres bien formés avec votre université. en Et on fait, peut avoir le transfert de votre savoir. sans, sans problème, sans problème, sans problème, on peut OK, bel c'est et bien bien noté. l'avoir. Oui, Et il oui, faut bien le noter. Et, oui. et j'ai plein de choses à vous dire parce que on est pressé du temps, mais je voudrais vous faire savoir que Oui, sans cette université, le parti politique de l'Afrique du Sud s'appelle ANC, oui, OK? Qui veut dire oui, African National Congress, le oui, Congrès national africain. Ce nom a été donné par le président fondateur de cette université parce que à l'époque, le Parti des Noirs en Afrique du Sud s'appelait South African Native People's Party, c'est-à-dire le parti de peuple natif de l'Afrique oui, du Sud. Mais il avait pour idée qu'en formant une partie politique ou un parti politique au oui, nom un parti politique au nom de African National Congress, l'indépendance de l'Afrique devait commencer en Afrique du Sud pour que l'Afrique soit gouvernée du Cap au Caire par les Africains. C'était ça l'idée. Donc, sans mon université, il n'y a pas de Nelson Mandela, il n'y a pas de Desmond Tutu. waouh. Vous voyez que euh, on apprend, hein. Moi, je ne savais pas, j'étais ignorant de ça. Donc c'est une université, quand j'ai dit cette université est une université qui avait de l'avance sur son temps, personne ne peut comprendre. Parce que quand euh, Alfred Batini Zuma, ce n'est Oui, pas le Zuma qui était président récemment, Alfred oui, Batini Zuma, il fut secrétaire général de l'ANC, le premier secrétaire général de l'ANC. Quand il a fini ses études à l'école vétérinaire de mon université, oui. c'est en ce moment que le président fondateur l'a assis et lui a dit, arrivé en Afrique du Sud, il va falloir changer le nom de ce parti. Et il y a d'autres qui ont été formés ici, qui, en partant, il leur a dit, maintenant, vous avez la sagesse, allez démarrer hein, une école Oui. exactement de ce modèle en Afrique du Sud pour former des Noirs. Et c'est l'un de ces étudiants qui avait démarré l'université à Fort Hare, où Nelson Mandela et Desmond Tutu ont fait des études. Donc, cette université existe encore aujourd'hui et c'est grâce à cette université que les Mandela et les Tutu ont été formés. Et il ne faut pas ignorer que ces deux ont fini prix Nobel de la paix. Et il ne Waouh. faudrait Donc, pas non plus oublier, et je peux dire ceci, en Amérique, ça c'est un secret de Polichinelle, OK? oui. 65 à 70% des millionnaires noirs ont été formés à Tuskegee University. Donc, comme vous l'avez dit, ce n'est pas une rumeur que Ethiopian Airlines
vient de Tuskegee, mais c'est une réalité. C'est une réalité sans conteste. Parce que le fondateur de l'Ethiopian Airlines était Oui, formé ici comme les premières séries de Tuskegee Airmen. Et oui. comme après la Deuxième Guerre mondiale, et il fut embauché pour former. C'est lui-même qui a créé l'armée de l'air éthiopienne avant de OK. former la compagnie aérienne. Oui, monsieur le Il- professeur, oui, je tenais aussi à vous informer que aujourd'hui, Air Congo, c'est l'ancien, on peut appeler l'ancienne appellation de Air Zaïre. Air Congo a signé le partenariat ou oui, le partenariat avec Ethiopian Airlines. Donc, quand nous voyons cet accord ou ce partenariat entre Air Congo et Ethiopian Airlines, nous pouvons penser à votre université. C'est ça? tout à fait. Et je vous dis ceci. On Oui, a redémarré la formation des pilotes oui. à mon université. Tout ce qui est affaire à l'aviation, mon université forme actuellement des pilotes. Ce qui veut dire, si le Congo aurait besoin de former des pilotes, Tuskegee en est le lieu pour envoyer ses étudiants. OK. Si Bien le noté. Congo a besoin de former des astronautes, Tuskegee est le lieu de les former parce que on a ici ce qu'on appelle en anglais Aerospace Engineering. Aerospace Engineering, c'est la seule université noire en Amérique à former des astronautes. Et un autre secret de Polichinelle, Oui. tout, tout, ce que les astronautes mangent se produit à Tuskegee. Par Oh le, là, ça c'est par le biais d'une de nos sœurs, Marceline Egnan, qui est ivoirienne. Elle a travaillé dans cette université pendant 35 ans. Et c'est elle qui a eu l'idée de développer la patate douce enrichie de la vitamine A, qui est très, très nécessaire pour la survie des astronautes dans l'espace. Je wow. pense que je vous ai tout dit. Et on peut, Attendez, attendez. Avant de conclure. oui, Donc, parce qu'il y a la fondation Madame Nyakero, l'épouse du chef de l'État, président Félix Tshisekedi. oui, Elle a ce qu'on appelle la bourse de l'excellence. Et on forme les aviateurs, comme vous l'avez dit, tous ceux qui sont dans le chemin de fer, tout ça, des techniciens de haut oui, niveau. Donc, votre université est quand même apte à venir en aide ou à signer un partenariat. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas ça sans doute. Et en matière, en termes d'ingénierie, je Oui, voudrais ajouter ceci avant de vous laisser la parole de conclure, que Tuskegee University, c'est une université qui forme la plupart des ingénieurs noirs en Amérique. Et de deux, Tuskegee à lui seul aux États-Unis aurait formé 70 à 80% des vétérinaires noirs aux États-Unis. Là, j'ai mis arrête, mais je pense que je vous ai donné suffisamment de quoi réfléchir, de quoi voir comment on peut ensemble, OK, nouer des liens de partenariat. Et si, comme vous parlez de bourse d'excellence, il faut que les étudiants congolais et qu'est-ce que il y a tout ce dont l'Afrique a besoin. Nous avons ces formations ici, que ce soit l'agriculture, la médecine vétérinaire, l'ingénierie, les matières scientifiques et autres. Nous sommes l'université de destination pour tout Africain, pour tout penseur
panafricaniste parce que les gens peuvent ignorer. Les gens disent le premier congrès panafricain eut lieu à Londres en 1900. En 1900. Non, avant ce congrès, il y avait à la veille de ce congrès, en 1899, dans mon université, un pré-congrès, c'est-à-dire un congrès avant le congrès, pour poser des jalons de ce qu'il va falloir discuter à Londres. Je m'y arrête, je vous cède la parole. Vous avez 2 à 3 minutes pour conclure. Ah là là, c'est, merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites. Mais en principe, c'est le doyen qui compte. Moi, je vais passer mes dernières phrases. C'est que en proposant cet échange ou ce forum, c'est juste pour appeler les Congolais, les Camerounais, les Ivoiriens, les Centrafricains, les Sud-Africains, les Marocains, les Sénégalais, les Égyptiens, les Mozambicains, tout ce que vous voulez, je ne vais pas citer tous les pays, à émettre une réflexion, pas une réflexion comme des victimes, mais une conviction, une réflexion comme des partenaires égaux à égaux. Et au lieu qu'on soit tout le temps euh, pleurnichard, au lieu qu'on soit tout le temps en train de dire l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique avait fait, l'Afrique était, mais nous devons dire aujourd'hui à l'ère de la mondialisation, qu'est-ce que nous sommes capables d'apporter à notre continent, à nos pays. Ça, c'est une chose. De deux, je réfléchissais en termes de mise en commun de tout ce que nous avons comme idée, tout ce que nous avons comme réflexion, comme projection, que cette discussion ne se limite pas aujourd'hui, mais nous voulons avoir des réactions, que prochainement nous puissions avoir un forum ouvert où différentes personnalités, différents acteurs peuvent intervenir et interagir. Donc, de trois, nous ne devons pas voir l'herbe du voisin comme étant l'herbe la plus verte, mais nous devons voir l'herbe qui est dans notre jardin comme étant la plus verte qui puisse exister. Voilà, cher aîné, cher professeur, cher grand frère, ce que moi je suis en train de penser de notre échange. Je pense que ici nous ouvrons une piste de réflexion, une piste de solution, une piste de propositions et de suggestions pour qu'à l'avenir, le Congolais, le Camerounais, l'Africain ne soit pas un pleurnichard, mais que ce soit un homme qui interagit et qui a des solutions à ses propres problèmes. Voilà, c'est le doyen qui doit accomplir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous l'avez bien dit et nous restons très ouverts euh, Oui. euh, à l'action, c'est-à-dire on va passer à l'action. Il ne faut pas qu'on reste simplement au niveau de discussion. Euh, je profiterai pour dire, en attendant la suite, je vais encore comme au début, vous souhaiter déjà, pas vous seul, au président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, je voudrais lui souhaiter joyeux anniversaire. Et à toi et le président Donald Trump en ce 14 juin, je vous dis joyeux anniversaire. Je vous dis et à très bientôt. Et, Merci nos, beaucoup. et à nos auditeurs, à très bientôt. Bye À bye. très bientôt. Bye bye. Bye. Merci. Ok.